Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de AI for You. Et cette semaine, on accueille Vincent Roca, qui est Research Scientist dans le même labo de recherche que moi. Il effectue sa thèse sur l'homogénéisation des images IRM en utilisant des méthodologies de GAN, Generative Adversarial Network. Dans cette interview, Vincent va vous parler donc des GAN, Generative Adversarial Network, en quoi ces algorithmes sont très particuliers, en quoi ils posent des problèmes pour l'entraînement et en quoi ils sont utiles pour le problème de l'harmonisation d'images IRM. C'est assez intéressant car en ce moment ces algorithmes sont assez à la mode, mais il n'y a pas énormément de cas d'application. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un cas d'application concret qui est l'harmonisation des images IRM par approche de GAN. Ensuite, Vincent va vous parler plus particulièrement de son parcours, de la thèse en machine learning, pourquoi lui il a fait une thèse, et pourquoi en faire une, quels sont les prérequis pour en faire une, est-ce que ça lui a apporté, est-ce que ça peut vous apporter. Si vous n'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, ça va me permettre de faire rayonner tout le contenu toujours plus largement et de m'aider à créer de nouveaux contenus de meilleure qualité et toujours en plus grand nombre. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Vincent. Hello Vincent et bienvenue sur le podcast. Salut Morgan. Merci de m'inviter. Comme je l'ai dit précédemment, du coup, tu es research scientist dans un laboratoire de neurosciences. Peux-tu préciser un peu ton parcours? Alors moi j'ai une formation assez classique en informatique, donc j'ai 24 ans. Après le bac, du coup j'ai fait un DUT en informatique et ensuite j'ai poursuivi sur une licence 3 et un master en informatique, donc à l'université de Lille. Et voilà, maintenant j'ai commencé une thèse. Et du coup, dans ta thèse, dans ton sujet de thèse, on en parlera un peu plus tard, mais tu travailles avec une méthode qui se nomme Generative Adversarial Network. Peux-tu expliquer un peu à quoi ça correspond? Ouais. Alors l'idée de cette méthode c'est de générer des données avec du deep learning. Donc déjà générer des données, ça veut dire créer des données qui a priori n'existent pas, mais qui soient réalistes quand même. Donc on a un peu un compromis entre le fait que c'est des données qui n'existent pas, mais qui doivent être réalistes d'un point de vue humain. Et donc pour ça, donc c'est une tâche assez complexe. Il y a différents modèles qui ont pu être développés en intelligence artificielle, et notamment à cette époque, il y a eu aussi les variational autoencoders qui ont été développés à peu près à la même époque, je crois, que les GAN, mais qui c'est une approche différente. Enfin, je suis pas expert de cette approche, mais on travaille sur modélisation de l'espace latent. Et l'idée des GAN, c'est un peu plus original, c'est de mettre en compétition deux réseaux, en fait, deux réseaux de neurones d'intelligence artificielle. Donc, notre générateur qui, in fine, va nous servir à générer des données réalistes, et un discriminateur, en fait, qui va être un peu le coach du générateur pour l'aider à produire des données de plus en plus réalistes. Et alors souvent, c'est des architectures qui reposent sur des convolutions qui sont assez fidèles à la perception humaine. Et donc voilà, c'est un peu l'originalité de la méthode et qui a montré son efficacité pour générer des données réalistes. C'est ça, c'est de mettre en compétition deux modèles qui s'entraînent en fait simultanément. Et donc l'idée, c'est qu'ils progressent simultanément. Dans l'idéal, ils doivent progresser de manière simultanée. Donc voilà, pour qu'à la fin, on utilise notre générateur pour générer des données, des belles données, quoi, en fait, des belles images. Donc c'est sur des images hein, souvent que c'est utilisé, même si je sais que ça a pu être utilisé sur d'autres choses, mais c'est principalement sur des images. Ce que tu disais, c'est qu'il y avait plusieurs méthodes du coup de GAN. Tu en as utilisé une particulière? Ouais, alors moi, alors peut-être qu'on reviendra plus tard sur mon sujet de thèse, mais alors ouais, moi c'est vrai que c'est sur de la translation d'images, donc je vais pas juste générer des images réalistes, en fait, moi c'est plus de la translation entre domaines d'images, donc c'est toujours un problème de génération, mais c'est vrai que moi il y a une autre contrainte qui s'applique, peut-être que j'ai un après, mais donc voilà, c'est un modèle qu'on appelle Cycle GAN, et, et qui vise à générer aussi des images réalistes, mais également à être fidèle à l'image d'origine, en fait, dans la translation. Donc, c'est une petite différence qui a été développée, du coup, quelques années après les premiers papiers, en fait, sur les GAN, et donc qui permettent de faire voilà, de la translation de domaine, en fait, on appelle ça.
Et du coup, par rapport, c'est vrai, c'est de commencer à entraîner, c'est de la classification supervisée ou c'est vraiment autre chose? Les GAN ou les cycle GAN? Parce que Les cycle GAN. euh, non, on peut pas dire que ce soit vraiment supervisé parce qu'en fait, on sait pas ce qu'on veut obtenir, hein. En fait, ouais, non, on peut pas dire que ce soit supervisé. Si on est supervisé, ça veut dire on sait ce qu'on veut obtenir, on a des exemples de vérité terrain qu'on souhaite obtenir. Tandis que là, c'est pas le cas avec CycleGAN. L'idée, c'est juste qu'on a deux groupes d'images et, euh, et on souhaite faire transiter en fait une image du premier groupe vers le deuxième groupe et vice-versa en fait. Mais donc, c'est des images qui n'existent pas qu'on va produire en fait. Et on n'a pas d'exemple avec CycleGAN en tout cas. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'exemple de vérité terrain, donc c'est plutôt du non supervisé en fait. D'accord, donc c'est aussi un truc intéressant, c'est de ne pas avoir besoin d'avoir de supervision Ah pour bah oui, entraîner un algorithme. ouais, ouais, totalement. D'ailleurs, c'est ça, enfin, les GAN, en fait, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est que c'est le discriminateur, en fait, qui va faire la supervision, mais le discriminateur, c'est pas une vérité de terrain non plus. En fait, il s'entraîne par lui-même. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant, les GAN, quoi. C'est un système d'auto-supervision, en fait, en quelque sorte. Et donc les GAN, c'est souvent considéré comme difficile à entraîner. Est-ce que c'est vrai? Alors, ouais, ouais, moi, c'est un truc que j'ai pu constater, ouais. Et ouais, c'est connu pour ça, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut que comme je l'ai dit, en fait, on a deux modèles qui sont en compétition. Et donc, il faut que les deux modèles, ils fonctionnent bien ensemble, quoi. C'est comme le discriminateur, c'est le coach du générateur. Il faut pas que le coach soit trop bon, quoi, par rapport à son élève, quoi. Parce que sinon, l'élève, il apprend rien. Et donc, c'est un peu ça le trade-off. Mais il faut qu'il soit quand même un peu meilleur que l'élève, parce que sinon, de la même manière, l'élève, il va pas progresser. Et donc, l'élève, c'est le générateur. Et donc, il faut qu'ils arrivent à s'équilibrer. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils doivent s'équilibrer de manière automatique. Enfin, c'est un peu l'idée d'informatique, c'est que tout doit se faire de manière automatique. Et donc, ouais, c'est assez difficile de les faire progresser. De les faire progresser. Puis, bon, il y a un truc qui rend aussi difficile la convergence, c'est qu'on travaille avec les données qu'on a à disposition. Et donc, il faut aussi qu'on ait suffisamment de données de bonne qualité pour que l'apprentissage soit bien guidé, en fait. Il faut que le discriminateur comprenne vraiment qu'est-ce qu'on lui demande. Euh, et donc, pour ça, il faut suffisamment de données, quoi. Parce que si on n'a pas suffisamment de données, ce qui risque de se passer, c'est que le discriminateur, il va, il va juste overfitter les quelques images qu'il a à disposition. Et donc, il va juste apprendre au générateur à reproduire ces quelques images, mais il va pas vraiment lui transmettre le motif profond qu'il y a dans ce domaine-là, en fait, d'apprentissage. Donc, bah, ça, c'est commun à tous les modèles d'apprentissage, c'est qu'il faut des données qui soient diverses et représentatives de la réalité, quoi. Mais oui, effectivement, l'entraînement lui-même ouais, est souvent assez instable et il faut pas mal travailler là-dessus quoi, pour comprendre qu'est-ce qui va nous amener de la stabilité, quoi. Et sachant que c'est différent suivant les différents datasets sur lesquels on travaille. Donc, ouais, c'est. Donc c'est vraiment en fait du cas par cas. Il n'y a pas vraiment de solution générique. On a besoin du coup de travailler au cas par cas, dataset par dataset, application par Ouais. application, pour vraiment trouver ce qui va marcher pour avoir une bonne convergence, un bon entraînement, quoi. Bah ouais, je pense. Après, il y a toujours dans les recherches méthodologiques on apporte toujours des solutions assez génériques. On essaie toujours d'apporter des solutions génériques qui sont importantes puisque ça permet de faire gagner du temps à tout le monde en fait. Mais ouais, in fine, de toute façon, ouais, quand tu travailles sur les données, tu es obligé de t'adapter aux données que tu as à disposition et c'est ça le plus important, quoi. Le modèle, il peut être aussi bon qu'on veut. Si les données ne suivent pas, ça va être compliqué, quoi. Et du coup, tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui a besoin de GAN pour un de ses projets. Comment on peut se dépatouiller, vu que c'est quand même, il y a pas, comme tu dis, il y a quelques bonnes pratiques, mais ce serait quand même très. Enfin, il y a quand même, projet par projet, il y a des choses différentes à faire Ouais. pour avoir un bon entraînement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut utiliser ça? Bah, malgré ce que j'ai dit, c'est quand même de bien lire la littérature et de bien.
de bien lire les conseils génériques qui ont pu être faits. D'ailleurs, pas forcément la littérature très pointue en sciences, il y a beaucoup de choses qui sont assez accessibles sur des forums, tout ça, même dans tes vidéos, tout ça. Euh, mais ouais, quand même bien se renseigner sur les bonnes pratiques, même si elles sont toujours trop générales, mais déjà partir là-dessus. Puis, euh, puis après, être patient, hein, être patient, essayer d'avoir des bonnes intuitions. Bon, ça, c'est commun au deep learning de manière générale, parce qu'on est obligé de faire de travailler avec nos intuitions pour savoir ce qui peut éventuellement marcher, puisqu'on ne peut pas tout tester, tout simplement. Donc, avoir de bonnes intuitions et bon, être persévérant. Et donc, le GAN, comme le deep learning, c'est quelque chose qui est long à entraîner, vu que là, on doit entraîner quand même deux réseaux en même temps. Est-ce que c'est vraiment gourmand en espace mémoire, en carte graphique, tout ça? Euh, ouais, ça dépend. Après, ça dépend ce qu'on appelle gourmand. Mais par exemple, moi, les modèles sur lesquels je travaille, CycleGAN, ils sont assez gourmands parce qu'en fait, ils nécessitent deux générateurs et deux discriminateurs. Et de plus, l'entraînement est assez gourmand au niveau graphe de calcul, en fait. Donc, au niveau mémoire de calcul, c'est assez gourmand. Et donc, oui, souvent, il faut être plutôt bien équipé si on veut un modèle assez complexe, en fait, hein, c'est ça. Si on a beaucoup de données et qu'on a envie de construire un modèle très complexe, il faut avoir un bon équipement, ça c'est sûr. Est-ce que tu as du coup, tu as dit que les GAN, ça servait à générer les images. Est-ce que tu as quelques exemples d'applications qui pourraient être intéressantes sur cette méthodologie? Alors, il y a eu beaucoup d'applications, je pense, des GAN, je ne les connais pas toutes, c'est sûr. Euh, de ce que je connais, c'est beaucoup d'applications quand même qui sont assez orientées recherche. Mais par exemple, on a des applications, bah, par exemple, dans mon sujet de thèse, ça vise une application plus concrète. Mais on a des applications même sur les images classiques, par exemple des applications de super résolution d'image. On cherche à augmenter la résolution d'une image, donc on a besoin de générer, toujours pareil, on a besoin de générer de données qui n'existent pas. Et donc pour ça, on peut utiliser les GAN avec des architectures particulières. Il y a aussi des applications qui permettent de combler des trous, par exemple, dans une photo, des artefacts, de remplacer certaines parties de photo si on a envie de. Bon, là, l'application, elle est moins évidente, mais c'est ce genre de recherches qui sont mises en place. Euh, Après, je sais il y a pas mal d'applications aussi pour utiliser les GAN, en fait, pour faire de la data augmentation. Euh, pour avoir plus de données pour d'autres modèles de deep learning, en fait, on va générer de nouvelles images pour pouvoir entraîner plus efficacement d'autres modèles de deep learning. Alors, je connais pas très bien comment ça fonctionne, mais je sais que ça existe en tout cas. Je sais qu'il y en a qui travaillent sur des GAN en vue de faire de la data augmentation par la suite. Maintenant qu'on est sur les sujets d'application, est-ce que du coup, tu peux présenter ton sujet de thèse, qui a un cas d'application d'utilisation des Generative Adversarial Network? Ouais. Alors, mon sujet de thèse, ça porte sur donc, ouais, déjà l'imagerie médicale, les IRM cérébrales. Et l'idée, enfin, la problématique de base, c'est qu'on a des images qui sont acquises avec différentes machines, dans différents centres d'acquisition, avec différents protocoles. Et donc, ça va introduire, quand on va faire des analyses de groupe sur nos données, ça va introduire des variabilités dans les données qui ne sont pas liées à des variabilités biologiques. Or, ces variabilités biologiques qui nous intéressent, le reste, ça ne nous intéresse pas. Mais pourtant, implicitement, elles sont présentes dans les données. Donc, si on prend pas en compte ces potentielles variabilités qui sont pas biologiques, mais qui sont matérielles, on risque on risque de les prendre en compte dans l'analyse implicitement. Et donc, ce serait un problème. Et donc, c'est pour ça il y a un champ de recherche qui se développe pour essayer d'harmoniser. On parle d'harmonisation des données qui sont acquises et de faire en sorte d'éliminer, ou bien de limiter au maximum l'effet de ces variabilités inter-sites ou inter-scanner, on les appelle comme ça, pour que les résultats d'analyse soient pas biaisés justement par le scanner d'acquisition. Du coup, Et le bénéfice principal, ça serait de pouvoir utiliser des données du coup multicentriques.
Voilà. Et du coup, aujourd'hui, il y a pas d'études qui font du multicentrique sans Ah, ces... si, bah, si, si, il y en a énormément. Il y en a énormément, mais Donc, parce qu'est-ce que que ça ça. apporterait du coup à ces données, à ces études multicentriques? Bah, déjà, par exemple, je sais qu'il peut y avoir des biais dans les études multicentriques. Euh, bon, tout simplement, enfin, il peut y avoir des biais tout simplement si on tire des conclusions qui sont, encore une fois, qui sont fausses et qui, les analyses peuvent être biaisées par le scanner d'études, en fait. Euh, comment dire? Mais en fait, c'est important de faire du multicentrique tout simplement parce qu'on a besoin de beaucoup de données, on a besoin d'augmenter la puissance statistique. Et même si on introduit des biais, c'est quand même indispensable. Mais le vrai problème, c'est si on introduit des biais d'optimisme en fait dans nos résultats ou si on introduit des fausses conclusions en fait. Si simplement ça introduit du bruit dans les données, c'est un problème puisqu'on va perdre de la puissance statistique. Et c'est pour ça aussi qu'on fait de l'harmonisation, c'est pour augmenter la puissance statistique. Mais ça peut être encore plus problématique si ces biais dans les données induisent des fausses conclusions. Et ça, je sais que ça a pu arriver. En tout cas, il y a des études qui ont été faites pour montrer que ça peut facilement arriver, notamment si on a des groupes d'IRM qui représentent des déséquilibres dans des variabilités biologiques. En fait, l'analyse, en fait, elle va complètement oublier ces variabilités biologiques pour se concentrer simplement sur les variabilités matérielles, mais sans qu'on s'en rende compte, en fait. Et ça peut être un problème. Euh, mais effectivement, de ce que j'ai vu des différentes études qui se font en imagerie médicale, il y a beaucoup de multicentriques, effectivement. Du coup, par exemple, ce que ça pourrait faire, c'est, imaginons qu'on parle de deux populations, une population saine, une population malade, avec deux centres différents. Du coup, le modèle pourrait s'établir sur le fait que c'est des centres différents et pas forcément qui sont biologiquement différents. Ouais, Donc, voilà. finalement, sans harmoniser, on pourrait conclure qu'ils sont, par exemple, différents sur un certain volume ou sur une certaine texture, alors qu'en fait, c'est totalement dû Ouais. à des bruits d'acquisition, quoi. Ouais, voilà, en fait, ouais, par exemple, ouais, si on fait de la prédiction, en fait, il va pas se baser sur des motifs biologiques, mais sur des motifs, comme j'ai dit, de bruit interstite. Et donc, ça va pas du tout généraliser, évidemment, à d'autres scanners, en fait. Ce qui généralise, c'est ce qui est biologique. Donc, Hmm. c'est pour ça que ça nous intéresse. Mais si on travaille sur d'autres scanners, évidemment, ça va plus fonctionner. Et même au-delà de la prédiction, c'est juste par exemple de calcul de volume. Peut-être que le volume ne sera pas le même. On pourrait se dire, ah bah du Oui, coup, il est moins important sur les malades, alors qu'en fait, c'est juste que le fait qu'il a été acquis là, les calculs de volume sont un peu biaisés ou moins importants en général avec ce type d'IRM. ouais, totalement. Ouais, c'est sûr. Et du coup, plus largement, le problème du coup d'avoir acquis des images par différents appareils, c'est pas nouveau, ça touche n'importe quel domaine de la computer vision. Ce type d'approche est-il utilisé dans d'autres domaines que l'imagerie médicale ou c'est vraiment spécifique à l'imagerie médicale de vouloir harmoniser des images dans un domaine similaire? Bah alors, comme je l'ai dit un peu en introduction, à la base, toutes les méthodes de type GAN, par exemple, elles sont développées sur des tâches totalement, mais qui ne sont pas des tâches d'application concrète, en fait, hein, c'est des travails sur des images, des travails de recherche sur des images assez classiques de la vie de tous les jours. Mais dans le cadre d'applications concrètes, de méthodes d'harmonisation, non, j'ai pas vraiment d'autres exemples que ce qu'on peut voir en imagerie médicale. Il y en a certainement, hein, il y en a certainement. Je sais pas, peut-être que tu en connais aussi, mais non, moi j'ai pas de. Je L'idée, sais que c'était c'est plutôt assez large en imagerie médicale, mais ailleurs, je sais pas trop. L'idée, c'était plutôt en imagerie médicale, on sait qu'il y a énormément de variations au niveau de l'acquisition. Et je me demandais, est-ce que, par exemple, en prenant des photos, par exemple, avec un smartphone, avec un réflexe, avec autre chose, est-ce qu'on retrouve aussi, on ne le voit pas forcément à l'image, comme pour l'image médicale, mais est-ce que, du coup, ça peut induire un biais, finalement, d'avoir une acquisition, d'avoir des photos avec plusieurs appareils différents? Et, est-ce que c'est utilisé aussi, ce type d'approche, dans le computer vision en général? C'était ça que j'avais en tête, mais après, faudrait que je regarde, faudrait qu'on regarde pour voir si ça existe. Ouais, ouais, peut-être. Ouais. Après, il y a des exemples, par exemple, la super résolution, où
c'est bien parce qu'on a des appareils qui ont pas la même qualité, qui proposent pas la même résolution. On Hmm. utilise de la super résolution, finalement aussi peut-être pour homogénéiser Ouais. tous nos datasets vers le haut, quoi, en fait, hein, vers la Ouais. meilleure qualité d'image. Plutôt que ce qui est fait en général, c'est plutôt une harmonisation vers le bas, où on va Ah, voilà. downgrader tous nos images pour qu'elles aient la même résolution. Ouais, voilà, souvent c'est ce qui va se passer. Et oui, et en plus ça c'est lié aussi aux certains inconvénients du deep learning qui souvent cherchent à prendre le moins de risques possible pour limiter les fonctions de coût. Bon, ça c'est spécifique à l'apprentissage, mais ouais, c'est important quand même, c'est que souvent même sans le vouloir, en fait, on va downgrader avec certains modèles, en fait. Et du coup, ce sujet de thèse-là, de travailler sur les génératives adversarial network, l'homologation des images IRM, tout ça, comment t'es venu l'envie en fait, de faire une thèse? Alors, l'envie de faire une thèse, alors moi j'ai rapidement eu l'envie de faire une thèse, même, enfin, j'ai rapidement eu cette idée en tête, en tout cas, même après le bac, parce que ça m'a toujours intéressé les défis techniques, en fait, les recherches assez pointues sur certains aspects techniques. Euh, j'ai, j'ai toujours eu en tête ça, en fait, l'idée que après mes premières années d'études, enfin, c'était une éventualité claire pour moi. Après ce sujet de thèse en particulier, bon, il y a eu le fait que j'ai fait un stage de fin d'études, de fin de master, donc au CHU de Lille, hein, avec vous au laboratoire. Et, euh, et du coup, ce sujet de thèse m'a été proposé, et donc j'ai rapidement accepté, hein, parce que c'était un sujet intéressant, et en plus qui portait sur le deep learning. Mais donc voilà, moi, c'est quelque chose, j'ai toujours eu de l'attrait pour la recherche et pour les aspects très techniques en informatique. Et du coup, tu voulais travailler dans ce qui était tout ce qui était machine learning, deep learning en général, tu avais une idée Alors, précise? au début, non, parce qu'en fait, je connaissais pas tout simplement ces domaines-là, hein. Après le bac, quand je commençais à faire de l'informatique, on fait pas de deep learning, hein. Et même durant le master, on en fait assez peu finalement. Mais c'est vrai que de ce que j'ai vu, de ce qu'on en a fait durant mes années de master, j'ai compris que ça pouvait être un domaine intéressant et où, en plus, où il y avait pas mal d'enjeux à l'heure actuelle, où il y avait pas mal d'offres, hein, finalement, de possibilités de travailler dans ce domaine. Et déjà, c'est un domaine qui est assez technique, assez méthodologique, et qui en plus permet de s'ouvrir sur d'autres domaines, vu qu'on travaille avec des données réelles. C'est le principe, hein, du deep learning. Enfin, non, il y a certaines parties du deep learning qui ne travaillent pas vraiment avec des données réelles, mais c'est assez spécifique. Mais souvent, on travaille avec des données qui sont réelles, donc on a besoin de comprendre ces données, parce que c'est le plus important, hein. Comme je disais tout à l'heure, le plus important, c'est toujours les données. Et donc, ça permet à la fois de travailler sur des sujets assez techniques et en même temps de s'ouvrir à d'autres aspects métiers. Donc, c'est pour ça que ouais, le deep learning, ça m'a intéressé. C'est vrai que le machine learning en général, c'est une application qui est assez transversale. On peut l'appliquer du coup Ouais, là dans l'imagerie médicale, on peut l'appliquer dans le marketing, dans la communication, dans la finance, dans la génération d'images en général. Enfin, il y a énormément d'applications, du coup, c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi de ce que tu disais, c'est qu'il y a beaucoup d'offres et d'enjeux et d'investissements en ce moment ouais, voilà. dans l'IA. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de trouver un financement. C'est vrai que pour une thèse, des fois, c'est pas toujours facile d'avoir un financement. D'ailleurs, toi, du coup, tu es financé du coup, par la fac, l'entreprise. Comment ça se passe pour ton projet? Alors moi, je suis employé par le CHU de Lille, du coup, mais je suis financé par la société Philips, donc qui est un constructeur d'IRM et qui a notamment construit l'IRM recherche du CHU de Lille. Et donc, c'est eux qui financent ces 3 années de thèse. Et du coup, ça se passe comment? C'est quand c'est comme ça, l'entreprise, elle t'aide beaucoup dans le déroulement de ta thèse ou c'est juste un accompagnement financier ou Alors, il y a un accompagnement financier, il y a certains rendez-vous qui sont pas très fréquents, mais qui se produisent de manière régulière. Donc, j'en aurai un dans pas longtemps avec un représentant de la société Philips.
Mais donc voilà, c'est plus l'idée, c'est plus de laisser un peu le soin au laboratoire de faire avancer les recherches et de faire de faire des points assez réguliers sur l'avancée de ces recherches, mais en laissant une certaine liberté, je pense, aux chercheurs finalement. Du coup, ouais, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai des retours pas mal de personnes en chiffres, ou en chiffres, c'est assez différent, mais c'est beaucoup plus vers l'entreprise. Oui, Donc, il y a un pourcentage au labo, un pourcentage dédié à la ouais, recherche, mais il y a aussi un pourcentage de temps qui est dédié à l'entreprise. Et dans l'entreprise, parfois, il y a des tâches qui sont liées plutôt à la production de l'entreprise plutôt qu'à la recherche, ce qui fait qu'en fait, finalement, le doctorat a beaucoup moins de temps, à consacrer pour ses recherches, alors que toi, là, du coup, ce que tu dis, c'était 100% sur la thèse, ouais, 100% en voilà, labo, c'est quoi. ça, c'est ça. Mais du coup, en chiffres, c'est 3 ans aussi en général? Oui, en chiffres, c'est 3 ans. Enfin, c'est toujours 3 ans minimum, hein. Après, Ouais. tout dépend de comment ça se passe. Mais le Et contrat, c'est 3 ans à la base, quoi. c'est ça, à chaque fois, hein, c'est minimum 3 ans pour une thèse. Mais oui, en chiffres, c'est 3 ans. Mais des fois, il y a des personnes qui arrivent et finalement, 50% de leur temps, ils les passent sur des projets internes à l'entreprise qui n'ont rien à voir avec leur Ouais. thèse. Donc, Ouais, c'est plus compliqué. Ouais, non, moi là, c'est vrai que je suis à 100% sur mon sujet de recherche. Donc ça, ouais, c'est plutôt... En tout cas, c'est un confort par rapport à ce sujet-là. hmm. Après, certainement qu'en chiffres, il doit y avoir des activités intéressantes aussi. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on peut moins se dédier à son sujet, quoi. C'est sûr que ça permet aussi, parce que 3 ans, des fois, c'est long sur un même sujet, ça permet aussi peut-être d'avoir des petits projets à côté Ouais, pour changer. Mais c'est vrai que ouais, déjà qu'on se rend bien compte, 3 ans, ça peut paraître long, mais 3 ans, finalement, c'est assez court, finalement. ouais. Euh, Quand Bah, on en voit, en plus, on fait, fait du deep learning, donc c'est long, quoi. ouais, c'est Les ça. entraînements, c'est toujours long. Et rien Mais que finalement d'aller dans le domaine et de comprendre un peu tout le domaine, de faire la recherche, de la littérature, de lire des papiers, d'être se mettre dans ce mode-là, ouais, ça prend pas mal de temps, quoi. La première année, finalement, on ne produit pas grand-chose. On est surtout là pour engranger un maximum d'informations. Ça peut paraître long, un an, pour apprendre beaucoup, pour se mettre dans le bain du truc, mais en fait, c'est pas si long que ça, ah ouais, finalement. c'est ça. Puis des fois, il y a des choses qui marchent pas forcément. En fait, on fait de la recherche, quoi. Donc, des fois, on a des intuitions qui marchent pas forcément. Donc, faut être honnête, puis il faut essayer autre chose, en fait. Donc, du coup, ça prend un peu de temps. Et toi, du coup, dans le déroulement de ta thèse, qu'est-ce qui te plaît, en fait? Bah alors, ce qui me plaît, moi, c'est déjà ce qui m'intéressait de base dans l'idée de faire de la recherche, c'est d'être assez autonome, de faire mes choix techniques sur l'avancée de mes travaux, d'avoir, en fait, c'est des formes de responsabilité, même si je suis responsable de personne. Mais en tout cas, je suis responsable de l'avancée de mes travaux. J'ai des choix à faire. Donc des fois, on se trompe. Mais bon, au moins, c'est passionnant. À beaucoup de moments, c'est passionnant puisque petit à petit, on comprend des choses. Des fois, on échoue à faire certaines choses, mais des fois, on avance, on comprend des choses. Et, euh, et voilà, aussi, c'est parce que le domaine en lui-même m'intéresse, le domaine du deep learning, le domaine de l'IRM que j'apprends de plus en plus à découvrir, qui n'est pas du tout, en fait, mon domaine à la base, hein, vu que je suis pas du tout de formation en médecine. Je suis de formation en informatique, à la base, j'aime plutôt les maths. Mais du coup, voilà, là, je découvre un nouveau domaine en même temps. Et donc ça, ouais, c'est ce qui est plaisant dans la thèse. Et du coup, il y a des choses qui te plaisent un peu moins, que tu avais un peu idéalisé et qu'en arrivant dans la thèse, tu t'es dit, ah tiens, ça, je le voyais autrement. Que j'avais idéalisé, que finalement ça m'a déçu. Ouais, pas vraiment. Après, les choses qui plaisent un peu moins, c'est la variance. Comment dire? Bah, c'est le fait non, c'est le fait qu'il y ait des choses il y a des résultats qui dépendent pas totalement de nous, qui dépendent par exemple des données en fait qu'on a à disposition. Euh, Le fait aussi qu'il y ait un temps de calcul qui est toujours assez long, hein. Moi, comme j'ai dit, c'est le modèle CycleGAN que j'utilise. Donc, c'est assez long à entraîner. Il y a des instabilités de l'entraînement. Instabilité de l'entraînement, ça veut dire que des fois, ça peut fonctionner, des fois, ça fonctionne moins, suivant certains paramètres stochastiques. Euh, donc, c'est toujours assez long et des fois, ça peut être un peu frustrant de ne pas pouvoir avoir des résultats immédiats, en fait.
pas pouvoir tester ses hypothèses immédiatement. Euh, mais bon, du coup, c'est un nouveau challenge, en fait, il faut le voir comme ça, quoi. Même si a priori, ça peut être embêtant, il faut le voir comme un nouveau challenge. Comment réussir à pas perdre de temps, du coup, comment être efficace et toujours comment développer de meilleures intuitions, en fait, pour perdre moins de temps aussi. Et, et donc voilà. Voilà pour les aspects un peu plus difficiles, en fait, un peu plus challengeants. Et du coup, jusqu'à maintenant, quelles compétences t'as pu développer? Alors, bah déjà, beaucoup de compétences en deep learning, hein. Comme je l'ai dit, en master, on a simplement entrevu ce qu'était le machine learning, même pas le deep learning. Donc, ouais, beaucoup de compétences là-dessus. Beaucoup de la capacité à étudier un article scientifique, à comprendre les méthodes qui sont parfois assez pointues, la capacité à synthétiser des lectures d'articles scientifiques, à dégager ce qui nous intéresse nous et ce qui nous intéresse moins, parce qu'évidemment, la littérature scientifique, elle est vaste, donc il y a des choses on ne peut pas en fait tout prendre en compte, donc on est obligé de cibler. Donc voilà, capacité de gérer sa prise d'informations, de synthétiser. Euh, Parfois, il faut savoir être pragmatique pour pouvoir converger vers des résultats quand même, parce que surtout, comme j'ai dit, comme ça prend beaucoup de temps, des fois on passe beaucoup de temps à tester des choses, mais des fois c'est bien déjà de prendre en compte tout ce qu'on a testé auparavant, donc d'avoir un historique un peu de tout ce qu'on a fait, parce que des fois, là par exemple, ça fait 1 an que je travaille dessus, euh, je me souviens pas forcément de tout ce que j'ai fait, mais c'est pour ça, c'est bien de faire un point quand même assez régulier sur ce qu'on a testé, ce qui semble avoir fonctionné ou pas. Et donc voilà, capacité d'auto-organisation, hein, finalement, pour pouvoir produire quelque chose in fine, quoi, quelque chose de scientifique in fine. Pas simplement tester dans tous les sens, quoi. Et du coup, quelles compétences ou qualités tu penses qu'il faut avoir pour se lancer dans une thèse? Compétences, bah déjà, il faut être curieux. Je pense qu'il faut avoir envie de voir ce que les travaux qui ont été faits dans notre domaine. Il faut être curieux sur ce que les autres ont produit, ce qu'ils ont produit de bien, ce qu'ils ont produit de moins bien. Donc, il faut avoir un esprit critique aussi. Euh, Parce qu'évidemment, par exemple, quand on va lire des articles, ils vont tous présenter des super résultats. Mais des fois, on peut se dire, ah tiens, il manque quand même quelque chose dans leur étude. Même des fois, l'article permet de dégager certains biais dans les résultats. Des fois, les biais, ils sont cachés, donc on ne peut pas vraiment les relever. Mais donc voilà, être curieux, mais en même temps avoir de l'esprit critique. Euh, Bon, il faut avoir envie de travailler aussi, puisque bon, des fois c'est un peu long, des fois il faut tester beaucoup de choses, encore une fois, pour que ça marche pas forcément. Mais c'est un peu ça l'idée, quoi, c'est on doit faire de la recherche, donc des fois ça fonctionne pas et il faut pas tricher, donc des fois ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et, mais donc voilà, puis je sais pas quelle autre qualité il faudrait pour faire une thèse, peut-être que toi t'en as en tête des autres qualités, mais Mais moi, je pense qu'il faut vraiment en fait, en avoir envie déjà de base. Parce que des fois, il y a des gens qui se disent, ah ouais, tiens, je dois faire une thèse parce que j'ai envie de travailler dans le machine learning et qu'il y a la plupart des grandes entreprises qui veulent une thèse. Je pense que si c'est... Enfin, faut vraiment en avoir envie parce que c'est un peu en dents de scie. Des fois, comme tu disais, pendant longtemps, pendant pas, des fois, pas le temps, on va travailler, on n'aura aucun résultat. Et des fois, on va avoir des résultats. Donc, c'est assez variable et je pense qu'il faut de la motivation et avoir de la motivation pendant 3 ans d'affilée sur un même ouais, sujet, sur des fois où ça avance pas ou des fois en fait finalement on découvre que bah, ça ne marche pas ce qu'on avait voulu faire et que ça met des fois 3 4 mois avant de s'en rendre compte. ouais, Si on n'est pas vraiment motivé, investi dans ce projet-là, on peut vite laisser tomber et c'est ce qui arrive où il y a pas mal de thèses qui vont jamais au bout parce que les personnes se démotivent au bout d'un certain temps et arrêtent en fait. ouais, Donc, je pense qu'il faut dès le départ se dire bah, vraiment, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et que c'est pas vraiment juste une étape par rapport à ça, sachant que le machine learning, en fait, on peut très bien en faire sans avoir fait de thèse, en fait. ouais, en Il plus. y a pas mal de postes de machine learning ou de data science en recherche et développement où on n'a pas forcément besoin d'avoir une thèse.
Des fois, c'est plus vraiment si vous êtes motivé par le domaine, curieux et que vous avez déjà testé pas mal de choses, que vous lisez des choses, mais sans forcément envie d'avoir fait sans envie de faire de la recherche, bah, la thèse, c'est pas forcément obligatoire en fait. Il faut, je pense, vraiment en avoir envie. Et après, être curieux, je pense, avoir un esprit critique, ça aussi, je suis d'accord. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas derrière le truc, un peu le truc en disant je vais aller au bout, on peut Ouais, vite des c'est fois clair. perdre du temps, perdre 1 ou 2 ans et se dire, en fait, c'était pas pour moi et on a perdu un peu de Ouais, temps. c'est vrai qu'il y en a pour qui ça peut pas correspondre, quoi, de travailler, être autonome pendant 3 ans sur un sujet quand même qui est assez spécifique souvent. Ouais, il y en a pour qui ça peut pas forcément fonctionner. Puis je pense aussi qu'il faut pas être trop obsessionnel par rapport à son travail, quoi, parce que comme on est plongé dans une thématique assez précise, des fois c'est vrai qu'on peut un peu se patauger dans nos propres certitudes ou il faut réussir à pas être obsédé par certains aspects du travail. Comme on est autonome, il faut que ça vienne aussi de nous-mêmes, d'une autocritique par rapport à ce qu'on fait, pour des fois passer à autre chose. Ou encore une fois, si les résultats ils sont pas bons, des fois, bah, c'est que l'idée n'était pas bonne. Donc, il faut savoir passer à autre chose et prendre du recul par rapport à son propre travail, quoi, ce qui est pas non plus évident, mais ce qui est important. Et du coup, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut tenter l'expérience, quelqu'un qui vient de voir, qui dit bah, j'ai envie de faire une thèse, il te demande voilà, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah déjà, s'il a envie de faire une thèse, moi je lui dirais vas-y. Enfin, je j'aurais pas trop de conseils. Je pourrais pas lui dire vas-y pas. Enfin, je veux dire, s'il a envie, c'est que déjà il a une forme de motivation, donc faut qu'il y aille. Et puis après, ça dépend du sujet, mais s'il aime le sujet, sa thématique, bah ouais, c'est génial parce que là, il va pouvoir étudier en profondeur cette thématique. Il va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, faire ses propres choix techniques sur ces thématiques. C'est vrai que ça change par rapport aux études, hein, où on est quand même très guidé dans tout ce qu'on fait. Quand on fait une thèse, il faut qu'on soit pris au sérieux, donc il faut qu'on fasse nos propres choix, il faut qu'on innove. L'idée, c'est quand même de proposer des solutions qui n'existaient pas, en tout cas de faire des études qui n'existaient pas dans la littérature. Et donc, ouais, faut faire ses propres choix sur son domaine d'intérêt. Et donc, si quelqu'un est motivé à cette idée-là, bah, ouais, on peut que le soutenir parce que c'est vrai que ça peut être passionnant. Non, bah ouais, moi, ce serait pareil, c'est vraiment, surtout en machine learning, où en fait, c'est quand même pas si compliqué ça de trouver des gens qui veulent financer de la recherche en machine learning, en deep learning, etc. Moi, je me suis dit, quand j'ai commencé ma thèse, c'est en fait, je vais te financer 3 ans pour apprendre plein de choses. Et je passais déjà tout mon temps à lire des articles, à aller suivre des formations, des choses sur le deep learning, et je dis, ah tiens, je pourrais te payer à faire ça. Ouais, Bon, c'est bah, go, génial. quoi. C'est génial, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, si déjà, sans être payé, tu t'intéressais à mort à ce sujet-là, bah c'est nickel. Si tu peux concrétiser ça après, quoi, c'est nickel. Du coup, là, on arrive à la fin de l'interview et je pose toujours à peu près les mêmes 4 questions à la fin de chaque interview. Du coup, c'est un peu pareil que la question d'avant, mais sur un autre domaine, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la data science? Du coup, pas forcément en recherche, mais en data science. Euh, Bah déjà de se lancer. Avant de, Ouais, quand on veut faire quelque chose, le plus dur, c'est de se lancer, hein. Enfin, ça, c'est hyper général comme conseil, mais bon, souvent, il faut pas trop réfléchir, quoi. Si on a une intuition, c'est ce qu'on a envie de faire, il faut y aller, quoi. Euh, Puis après, peut-être plus spécifique à la data science, c'est, comme je disais tout à l'heure, quoi, les données, c'est le plus important. Enfin, ça, c'est le message un peu que j'ai compris à force de travailler sur les données, c'est que, puis même ce que j'ai pu lire d'autres gens, tout ça, c'est que on a beau faire un modèle aussi parfait que possible, il faut quand même être humble par rapport aux données, quoi. Et, et donc voilà les deux conseils que j'aurais. Je suis d'accord parce que du coup, il y a un peu le principe de garbage in, garbage out. Si ton données, c'est un peu de la merde, bah, ton modèle sera un peu de la merde aussi. Ouais, Et que finalement, en fait, là, dans un projet de data science, la modélisation, ça représente pas tant que ça, en fait, en partie. ouais, Par rapport au projet, il y a énormément de parties. C'est est-ce que j'ai les bonnes données? Est-ce que les données sont de bonne qualité? Est-ce que je peux pas mettre en valeur plus mes données? Et finalement, ça va apporter même des fois plus de valeur au modèle que de pimper les hyperparamètres ou des choses comme ça. ouais, c'est clair, c'est clair.
Est-ce que tu as un livre sur le domaine que tu conseilles souvent ou que tu aimes beaucoup? Euh, non, pour être honnête, j'ai pas de livre sur le domaine. Je lis, je lis pas énormément. Et quand ça m'arrive de lire, c'est plutôt des romans. Donc, non, j'ai pas de livre particulièrement sur le domaine. Mis à part le livre que, si quand même, parce que j'ai quand même beaucoup lu le livre que tu m'as donné. Alors, je savais plus dire l'auteur du livre. Je vais le trouver. C'est Hand-on Machine Learning with Scikit-learn and TensorFlow, c'est Ouais, celui-là? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en plus avec du TensorFlow, quoi, c'est ce que j'utilisais. Donc ouais, si ce livre-là, il m'a beaucoup aidé au début de ma thèse pour les aspects. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait à la fois les aspects techniques de TensorFlow et en même temps les aspects théoriques qui sont indispensables en machine learning et en deep learning. Donc ouais, ce livre-là, il m'a beaucoup aidé au début de ma thèse. J'ai failli l'oublier. Est-ce que tu as une citation, un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Euh, Bah, je sais pas si c'est une citation, mais bah, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait, quoi. Et ce qui est important quand on fait de la data science, c'est de distinguer ce qui dépend de notre travail et ce qui dépend pas de nous, en fait, hein. Puis c'est important dans la vie tout court, mais bah, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que souvent on est affecté par des choses qui nous dépassent. Donc des fois on a des mauvais résultats, par exemple dans notre travail. Bah, c'est compliqué de se dire que ça dépendait pas forcément de nous. Alors des fois ça dépend de nous, mais des fois non. Des fois on n'a pas de chance. Et donc, il faut être faut savoir prendre du recul quoi, là-dessus. Et donc, voilà, distinguer ce qui dépend de nous, ce qui dépend pas de nous, je pense que c'est assez important, même si c'est difficile. Ouais, du coup, c'est un peu le principe du stoïcisme. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Même si je pense qu'il y a beaucoup d'autres principes, mais ouais, je pense que c'est un peu le truc de base dans le stoïcisme. Est-ce que là, du coup, l'interview est finie? Est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose que tu as envie de partager avec l'audience et les gens qui nous écoutent? Euh, Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie de faire de la recherche, lancez-vous. Et si vous avez une opportunité de le faire, c'est ça aussi, hein. C'est lancez-vous. Euh, Si le sujet il vous passionne et si vous sentez que vous avez l'énergie pour le faire, lancez-vous. Et donc voilà, enfin, passez à l'action, quoi. C'est ça le message. Bah, merci Vincent, en tout cas, je pense que c'est très intéressant les réponses à ces questions-là et ça va intéresser pas mal de personnes qui nous suivent et ils vont t'écouter. J'espère modestement, j'espère. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas fait, je vous demande de vous abonner et de partager cette vidéo le plus largement possible. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème de la data. Ciao!